Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les isométries vectorielles d'un plan euclidien, c'est-à-dire d'un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 2. Alors avant de faire ça, nous allons faire des petits rappels sur les isométries du plan complexe que nous avons étudié dans le chapitre sur les nombres complexes en début d'année. Alors, donc on se place dans E qui est égal à C, vu comme R espace vectoriel, bien entendu. On a une structure euclidienne sur E, naturelle, la même que sur R2. Donc si on fait le produit scalaire composant par composant, le produit scalaire usuel sur R carré, on peut faire la même chose sur des complexes. Donc si on a un complexe X écrit sous forme algébrique X égale A plus IB, un complexe Y écrit sous forme algébrique C plus ID, le produit scalaire des deux, on aura envie d'écrire ça AC plus BD, et ça se définit tout naturellement comme étant donc AC plus BD, le produit scalaire de X et de Y comme étant la partie réelle du produit de X avec le conjugué de Y. Je vous laisse vous assurer que ceci est bien un produit scalaire. Alors, et que ceci correspond bien au produit scalaire usuel sur R carré. Et on a bien sûr la base canonique, un I, qui est une base orthonormée pour ce produit scalaire, je vous laisse vérifier. Et on considère que E est orienté par la base canonique, bref, on a l'orientation usuelle sur notre plan complexe C. Alors, quelles sont les isométries vectorielles de ce plan? On sait que les similitudes du plan complexe sont les transformations de la forme Z donne à Z plus B où Z donne A conjugué de Z plus B. Si on regarde les similitudes vectorielles donc, qui fixent 0, on doit avoir Z donne AZ ou Z donne A conjugué de Z. Et si en plus on veut avoir des isométries, on sait que A doit être de module 1. Donc on est mené à étudier ces deux transformations, Rθ qui a Z donne exponentielle Iθ Z. On sait déjà que c'est une rotation d'angle θ, c'est la rotation d'angle θ et de centre 0. Et Sθ, Z donne exponentielle Iθ fois le conjugué de Z, c'est la composée de la conjugaison complexe qui est une réflexion, qui est une symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses ou l'axe des réels, et d'une rotation et de la rotation d'angle θ de centre 0. Alors, ce que l'on va faire, c'est d'étudier ces deux transformations en utilisant les outils du second semestre. Donc, on va déjà regarder, on peut déjà voir que ces transformations sont linéaires, ce sont des endomorphismes du plan complexe, ce sont des isométries de manière très naturelle, donc ce sont des automorphismes orthogonaux du plan complexe. Pourquoi est-ce que ce sont des isométries? Parce que la norme associée à ce produit scalaire, c'est bien entendu le module. Je vous laisse l'écrire si ce n'est pas évident pour vous. On peut regarder les matrices dans la base canonique. Donc la base, cette valeur je vais appeler B. Donc, la matrice de cette rotation, c'est cette matrice-là. Donc si on fait R de 1, c'est EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. Et R de I, c'est IEIθ, c'est donc moins sinus θ plus I cosinus θ. Ceci est bien entendu une matrice orthogonale, et puis on l'appellera cette matrice R de θ. C'est une matrice intéressante, c'est une matrice que l'on a déjà rencontrée. Et Sθ, sa matrice, pour 1, on obtient la même chose, cos θ plus I sinus θ, et pour I, on obtient Sθ de I, c'est moins IEIθ, donc on obtient l'opposé de la deuxième colonne pour la matrice, donc sinus de θ moins cosinus de θ. On va appeler cette matrice grand S de θ.
Alors, une remarque, quand on regarde ces matrices, bien entendu elles sont orthogonales, parce que on sait que ces choses-là sont des isométries du plan complexe. Celle-ci déterminant 1, Rθ est bien une isométrie directe ou positive, et celle-ci déterminant -1, Rθ est bien une isométrie indirecte ou négative. Alors, là on a ici une rotation. On peut caractériser géométriquement la deuxième transformation tout simplement si on prend un complexe Z. Si on calcule Sθ de Sθ de Z, ça fait Sθ de exponentielle Iθ fois le conjugué de Z. Donc ça fait exponentielle Iθ fois le conjugué de tout ceci, c'est-à-dire exponentielle de moins Iθ fois Z. Bref, on obtient Z. Donc, Sθ au carré, c'est l'identité sur C. Bref, Sθ est une symétrie. Quels sont ces éléments caractéristiques? On peut trouver l'ensemble des vecteurs invariants. Alors par linéarité, il suffit de travailler sur un vecteur de norme 1. Donc quelque chose de la forme exponentielle i-phi. Donc si je prends un réel phi, si on écrit Sθ de exponentielle i-phi égale exponentielle i-phi, avec la définition de Sθ, ça fait exponentielle Iθ exponentielle moins i-phi égale exponentielle i-phi, donc ça équivaut à exponentielle de 2i-phi égale exponentielle Iθ. Bref, ceci a pour solution tout simplement exponentielle Iθ sur 2 et exponentielle Iθ sur 2 plus pi. Donc l'ensemble des vecteurs invariants par Sθ, c'est-à-dire l'ensemble des points fixes de Sθ, c'est-à-dire comme d'habitude le noyau de Sθ moins l'identité, eh bien c'est la droite engendrée par exponentielle Iθ sur 2. Tout simplement. Et ensuite, si on refait le même calcul pour résoudre Sθ de exponentielle i-phi égale moins exponentielle i-phi, et je vous laisse faire ce calcul, c'est un calcul assez simple, donc cela revient à résoudre Sθ de Z égale moins Z, cela revient à déterminer le noyau de Sθ plus identité, donc l'ensemble des vecteurs qui sont opposés par rapport par Sθ, et on obtient le sous-espace vectoriel engendré par i exponentielle Iθ sur 2. On pouvait aussi se rappeler que Sθ est un automorphisme orthogonal du plan complexe, et donc que si ce sous-espace vectoriel-là est stable par Sθ, et bien son supplémentaire orthogonal est aussi stable par Sθ. Et qu'est-ce que c'est que son supplémentaire orthogonal? Eh bien, ça revient juste à faire une rotation de l'angle pi sur 2 sur cette droite vectorielle, donc multiplier ça par i tout naturellement. Bon, on voit bien sûr que ces deux droites sont perpendiculaires, on a deux vecteurs directeurs non nuls orthogonaux. Donc Sθ, c'est la symétrie orthogonale par rapport à la droite engendrée par exponentielle Iθ sur 2. Et une symétrie orthogonale par rapport à une droite, et de manière générale par rapport à un hyperplan, c'est ce qu'on appelle une réflexion. Donc, hop, ça. Symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan, dans le cas général, c'est ce que l'on appelle une réflexion. Dans le plan, bien sûr, ça revient juste à faire une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Et bien, tout ce que l'on a vu ici, on va le généraliser. Et on le généralisera en s'appuyant notamment sur ce que l'on a fait là. C'est-à-dire qu'on a certains calculs qui sont menés ici, qui nous donnent des relations matricielles que l'on utilisera. La première étape va être d'établir des résultats matriciels, c'est-à-dire de classifier les matrices orthogonales 2 x 2. Donc, premier résultat. Si je prends
une matrice orthogonale de 2, donc M dans O de 2R. Si M, premièrement, est positive, donc est une matrice de déterminant 1, alors M peut s'écrire comme une matrice de rotation. Donc il existe θ dans R. On remarquera qu'il est unique à 2 pi près, tel que M est égal à cette matrice de rotation d'angle θ. Je vais la rappeler une dernière fois, hein, c'est une matrice importante. Et si M est de déterminant moins 1, donc O de moins de R, eh bien il existe θ dans R. Alors on peut aussi voir qu'il y a une unicité bien sûr à 2 pi près, mais ça nous intéressera moins. Je vous laisse regarder l'unicité, telle que M est égal à cette matrice S de θ. Donc, même colonne, cos θ, sinus θ, et ensuite, deuxième colonne opposée, sinus θ moins sinus θ, bien sûr par rapport à la matrice R de θ. Alors, on va démontrer ceci, puis après on va en déduire certaines propriétés assez simples sur SO2 de R. On va voir que SO2 de R, en fait, c'est un groupe bien connu. Donc, on va tout simplement travailler sur les coefficients de M pour démontrer ceci. Donc, les coefficients de M, je vais l'appeler, donc M, je vais l'appeler, on va faire comme dans le poly, A, B, C, D. Et on sait que M est orthogonal, donc les colonnes de M forment une base orthonormée de l'espace des colonnes de M, bien entendu munie de sa structure usuelle. On pourrait travailler sur les lignes aussi d'ailleurs. Bref, donc, qu'est-ce que cela nous donne? Au niveau de la norme, on a A carré plus C carré égale 1, B carré plus D carré égale 1, et ensuite donc deux colonnes de norme 1 et deux colonnes orthogonales, donc AB plus CD égale 0. Donc on a trois relations ici, 1, 2, 3. Les deux premières, habituellement, nous donnent que A et C peuvent s'écrire comme les cosinus et sinus d'un angle, de même pour B et D. Donc on sait que par les relations 1 et 2, il existe deux paramètres θ et phi réels, tels que A égale cosinus de θ, C égale sinus de θ, B égale cosinus de phi, D égale sinus de phi. Et une fois que l'on a écrit ça, la relation 3 nous donne directement que cosinus de θ, cosinus de phi plus sinus de θ, sinus de phi est nul, c'est-à-dire que cosinus de θ moins phi est nul. Et quels sont les angles de cosinus nul? Eh bien, c'est pi sur 2 à un demi-tour près, ou pi sur 2 et moins pi sur 2 à un tour près. Donc on obtient θ moins phi qui est égal à pi sur 2 à un multiple de 2 pi près, ou θ moins phi égale moins pi sur 2 à un multiple de 2 pi près. On va investiguer les deux cas. Là, on va l'appeler le cas A, et là, le cas B. Donc, premier cas. Donc, hop. Donc, on rappelle, premier cas, si θ moins phi est congru, est égal à pi sur 2 à un multiple de 2 pi près. Donc, dans le cas A, on va pouvoir, par exemple, écrire
phi égale θ moins pi sur 2 à un multiple de 2 pi près. Donc on a immédiatement cosinus phi, sinus phi en fonction de cosinus θ, sinus θ. Alors pas forcément respectivement. Alors pour retrouver ça, je vous encourage très fortement à faire un petit dessin. Vous partez d'un angle exponentialité θ, vous faites une rotation d'angle moins pi sur 2, et vous voyez que un cosinus est transformé en un sinus en un moins cosinus. Hein, ça c'est un conseil que je vous donne. Donc si vous voulez faire un petit dessin, hop, hop, essayez de le faire plus joli que le mien. Donc si vous avez un angle, hop, ici, θ. Si vous faites une rotation d'angle pi sur 2, vous allez retrouver votre angle θ là. Donc là, vous avez pi sur 2, pardon, θ moins pi sur 2. Et vous obtenez que cette longueur là, vous la retrouvez, hop, pardon, cette longueur là, vous la retrouvez là, et cette longueur là, vous la retrouvez là. Ce sont juste des questions de triangles semblables. Donc soit vous faites ce petit dessin rapidement, soit vous utilisez les formules d'addition. Bref, vous retrouvez que le cosinus de phi est égal au sinus de θ et que le sinus de phi est égal à l'opposé du cosinus de θ. Et donc, vous obtenez que M, eh bien, c'est la matrice cosinus de θ, sinus de θ moins, sinus de θ moins cosinus de θ, c'est bien une matrice orthogonale, hein, vous le vérifiez, ou alors parce que vous savez, d'après nos rappels au début, que c'est la matrice d'une isométrie vectorielle du plan complexe. Donc c'est dans O2 de R, et puis le déterminant de M, c'est immédiatement moins cosinus carré θ plus moins sinus carré θ, donc c'est moins 1. Donc M, c'est bien une matrice négative. Et dans le deuxième cas, je vous rappelle le deuxième cas, ici, on a θ moins phi égale moins pi sur 2 à un multiple de 2 pi près, donc cela s'écrit phi égale θ plus pi sur 2 à un multiple de 2 pi près. Donc on peut rapidement griffonner un petit schéma. Hop. Donc si je prends un angle, hop, θ ici, que je fais une rotation d'angle pi sur 2, j'obtiens ici le même angle. Donc là, j'obtiens cet angle-là, c'est bien θ plus pi sur 2. On regarde ici, ceci, on le retrouve là, donc là. Et cette longueur-là, on la retrouve ici. Bref, soit en faisant rapidement ce petit schéma, soit de manière un peu moins satisfaisante de mon point de vue, par les formules d'addition, ou alors parce que vous avez une bonne mémoire, que vous avez beaucoup pratiqué, ce qui sera peut-être le cas, vous obtenez immédiatement que le cosinus de phi est égal à l'opposé du sinus de θ, je dis opposé, et le sinus de phi je dis, est égal au cosinus de θ. Bref, M, c'est notre matrice, hein,
ça j'avais dit que c'est la matrice de θ, S de θ. M, c'est la matrice cos θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Oh, ben c'est notre matrice de rotation. C'est une matrice orthogonale pour les mêmes raisons qu'avant. Et puis le déterminant de M, c'est le cos carré θ plus sinus carré θ, cela vaut 1. Donc M est bien une matrice positive. Et on a bien classifié toutes les matrices orthogonales 2 x 2. Parce qu'on a fait une disjonction de cas ici. On a obtenu les matrices négatives, toutes ces matrices-là, les matrices positives, toutes ces matrices-là. Alors, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ces matrices R de θ. On les a déjà vues, notamment en TD, et on a montré des propriétés intéressantes, importantes dessus. Notamment le fait qu'il y a une propriété de morphisme. Donc, c'est une remarque, rappel, mais c'est vraiment fondamental, très important, et à la fois très simple. L'application, on peut l'appeler R, qui va de R dans, maintenant on peut dire SO2 de R, qui a un paramètre θ associé à la matrice R de θ, eh bien on sait que c'est d'une part surjectif, d'autre part un morphisme, et alors ça c'est la propriété R de θ plus phi égale R de θ fois R de phi. Et ce n'est un morphisme non injectif. Alors je n'ai pas parlé de l'unicité, je ne vous ai pas rappelé l'unicité. L'unicité du paramètre θ, d'un certain point de vue, c'est juste si on a R de θ égale R de phi, on a θ et phi qui ont même cosinus et sinus, donc qui sont égaux à 2 pi près. Vu qu'on a un morphisme, on peut aussi résoudre R de θ égale la matrice identité, c'est-à-dire déterminer le noyau de ce morphisme. On a bien sûr l'addition ici, la multiplication ici comme loi. Et quand on résout R de θ égale l'identité, on résout cosinus θ égale 1, sinus θ égale 0, on obtient bien les nombres multiples de pi. Donc le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des multiples de pi, ce qui permet d'obtenir ou de réobtenir l'unicité à un multiple de 2 pi près dans la question précédente. Donc, on a ce résultat, et notamment par image, en fait, tout simplement, eh bien, SO2 de R, c'est un groupe commutatif. On a R de θ fois R de phi, c'est R de θ plus phi. On peut inverser au milieu, c'est R de phi fois R de θ. Bien sûr, je ne rappelle pas la loi, c'est la loi de multiplication. Alors, vu la structure, en fait, on a quelque chose de complexe derrière. On a en fait le groupe unité, le groupe, le cercle unité qui est derrière. Ça ne va pas trop vous surprendre, surtout si vous avez construit C à partir des matrices de 2, et si vous avez vu que l'on pouvait construire l'exponentielle complexe d'un certain point de vue comme étant la matrice R de θ. Donc une autre remarque, en voyant cos θ comme la partie réelle d'un exponentialité θ, sinus θ comme la partie imaginaire d'un exponentialité θ, eh bien on peut voir que l'application qui va de U dans SO2 de R et qui a un complexe Z qu'on aurait très envie d'écrire EIθ associé R de EIθ, c'est-à-dire R de la détermination principale de son argument. On va l'écrire, pour faire ça proprement, partie réelle, partie imaginaire, moins partie imaginaire, partie réelle. Eh bien, ceci, c'est un isomorphisme, d'après ce qu'on vient de dire juste avant. Donc en fait, au niveau de la structure, SO2 de R, avec la loi multiplicative, c'est comme le groupe multiplicatif U. Ça a exactement la même structure. Donc, finalement, une structure assez simple.
On pourrait parler de S de θ, mais on n'a pas forcément grand chose à dire dessus. On n'a pas plus de choses à dire que ce que l'on a raconté avant. On le verra, on parlera plus des automorphismes orthogonaux négatifs du plan. Alors justement, intéressons-nous maintenant aux isométries vectorielles, c'est-à-dire ce que l'on a fait d'un point de vue matriciel, on va le faire d'un point de vue vectoriel. Et on va voir que, on pourrait dire, les rotations sont des rotations. Donc, résultat. Maintenant, on change de cadre. On se place dans un plan quelconque. Donc, je prends E avec une structure euclidienne. Donc, je prends E avec un produit scalaire, un espace euclidien orienté de dimension 2. Je prends F, une isométrie vectorielle de E, donc un automorphisme orthogonal de E. Eh bien, alors, premier cas, si F est une isométrie vectorielle directe, on a dit c'est une rotation. Si on prend une base orthonormée directe de E, on sait que la matrice de F dans cette base serait une matrice de rotation. Mais ce que l'on va montrer, c'est que la mesure de l'angle, le paramètre θ, sera le même quelle que soit la base orthonormée directe choisie. Donc, il existe θ réel, bien sûr unique à 2π près, tel que, quelle que soit la base orthonormée directe choisie, donc pour toute base orthonormée directe B, eh bien la matrice dans la base B de cette rotation soit la matrice de rotation d'angle θ. Et on dit que alors ça c'est une petite partie vocabulaire. F c'est la rotation d'angle θ, d'angle de mesure θ. Et puis θ c'est une, il n'y a pas unicité, hein, donc c'est une mesure de l'angle de F. On retombe sur ce qu'on a raconté sur les complexes. Et enfin, et si F n'est pas positive, alors F est négative. Si F est dans au moins de E, eh bien on va voir que F est une réflexion. C'est-à-dire symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan, donc par rapport à une droite. Ici, une réflexion, symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Dans un plan, c'est symétrie orthogonale par rapport à une droite. Donc on va démontrer ceci. En fait, on a deux résultats à démontrer, mais on n'aura pas beaucoup de travail en fait, parce qu'on a déjà fait tous les calculs. Donc, démontrons ceci. Démonstration qu'il serait bon de savoir refaire d'ailleurs. Alors, premier résultat, ce qui se passe si F est positive. Si F est positive, alors je vais prendre deux bases orthonormées directes de E. Je vais appeler M la matrice dans la première base de F, M' la matrice dans la deuxième base de F, puis ces deux matrices, nous savons, d'après ce que l'on a dit
quand on a étudié quand on a étudié les automorphismes orthogonaux, nous savons que ces deux matrices sont orthogonales positives. Alors, ces deux matrices, bien entendu, sont reliées. Donc, je vous laisse réécrire la formule de changement de base qui relie ces deux matrices. Je vous laisse introduire les objets pertinents et écrire la formule. Et donc, mettez la vidéo en pause. Donc, je reprends. On introduit une matrice de changement de base, donc avec P, la matrice de passage de B à C, donc la matrice de la base C dans la base B, donc c'est ce qu'on a noté de cette manière souvent. Vous avez que M', c'est l'inverse de P fois M fois P. Et ce que l'on sait, ce que vous devez savoir et savoir redémontrer, c'est que la matrice d'une base orthonormée dans une base orthonormée est orthogonale et la matrice d'une base orthonormée directe dans une autre base orthonormée directe est orthogonale positive. Je le redémontre rapidement. Vous savez que cette matrice représente un endomorphisme. Donc vous prenez phi l'endomorphisme de E, tel que P soit la matrice dans la base B de phi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, vous avez que l'image de B par phi, c'est C. Mais C et B sont deux bases orthonormées directes. Donc phi envoie une base orthonormée directe sur une base orthonormée directe. Donc phi est un endomorphisme orthogonal positif de E. Et B étant orthonormée directe, la matrice de phi dans une base orthonormée directe est une matrice orthogonale positive. Donc ça donne que P est une matrice aussi en fait de rotation. La matrice de passage, quand on passe d'une base orthonormée directe à une base orthonormée directe, c'est une matrice de rotation. Et là, alors soit on les écrit avec des R de θ, R de phi, soit on se rappelle juste que l'on a dit que SO2 de R muni de la loi de composition est un groupe commutatif, ou on dit aussi abélien. Donc, on obtient M' égale M fois l'inverse de P fois P. Je dis P et ça fait M. Et M étant une matrice de rotation, on peut conclure en disant qu'il existe un paramètre réel θ tel que M égale R de θ. Donc ce paramètre θ est bien indépendant de la base orthonormée directe choisie. Alors, j'ai parlé d'angle, j'ai parlé de mesure d'un angle. Qu'est-ce qu'un angle? On ne l'a pas défini. Je ne vais pas en parler là parce que ça rajouterait des choses quand même à cette vidéo. Je vous encourage, si cela vous intéresse, à aller regarder le poly. Vous avez une définition d'angle et de mesure d'angle qui vous est donnée. Ce n'est pas une définition que l'on attend de vous. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas plus dans cette vidéo, mais c'est dans le poly, bien entendu. Alors, on a fait les symétries orthogonales positives, et pour les négatives. Et bien pour les négatives, si je prends B qui est égal à une base UV et une base orthonormée directe de E, vous savez que la matrice dans la base B de F, matrice d'un endomorphisme orthogonal négatif dans une base orthonormée directe, eh bien c'est une matrice orthogonale négative. Donc il existe un θ réel tel que cette matrice est égale à la matrice S de θ.
Et on a déjà fait des calculs là-dessus au début sur les complexes. Donc, on a déjà fait un calcul ici qui peut se traduire matriciellement. On a déjà fait un calcul ici qui peut se traduire matriciellement. Donc, si je pose le vecteur Eθ qui est égal à cosinus θ sur 2 fois U plus sinus θ sur 2 fois V, eh bien on voit par calcul matriciel qui a déjà été fait sur les complexes que F c'est la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par Eθ. Donc ça, je vous laisse faire les calculs, voir que Eθ est unitaire, faire f de Eθ, le faire matriciellement, prendre un vecteur orthogonal à Eθ et voir que, vous l'appelez, je sais pas, E'θ, et puis voir que f de E'θ c'est moins E'θ. Les calculs sont les mêmes que ce qu'on a fait avec les complexes. Donc cela clôt la question de quelles sont les isométries vectorielles d'un plan complexe. Alors on va quand même raconter encore quelques petites choses dessus. Premièrement, pour les rotations, vu que l'on a parlé de points fixes ici, on va quand même se rassurer en voyant, en étudiant les points fixes d'une rotation. Et là, normalement, vous devrez avoir une idée géométrique claire de quels sont les points fixes d'une rotation. Donc on peut dire que c'est une remarque. Si je prends F, un endomorphisme orthogonal positif de E, on se place dans le même cadre, E, espace vectoriel euclidien orienté de dimension 2. Alors, on peut voir que F a pour seul point fixe le vecteur nul si et seulement si F n'est pas l'application identité. Donc les points fixes d'une rotation, c'est très facile. Vous avez soit seulement le vecteur nul, soit tout le plan. Vous ne pouvez pas avoir de droite de points fixes. Notamment si vous trouvez deux points fixes qui forment une famille libre, vous savez que soit l'application n'est pas une rotation, soit c'est identité. Il y a plein de choses comme ça que l'on peut voir assez facilement. On peut en donner une démonstration, bien sûr, de ce résultat, tout simplement matriciellement. Avec θ, une mesure de l'angle de F, B, une base orthonormée directe de E, la matrice dans la base B de F, c'est bien sûr la matrice R de θ, on l'a démontré. Et pour étudier les points fixes de F, l'ensemble des points fixes de F, c'est notamment bien entendu le noyau de F moins identité, c'est quelque chose qu'on a fait souvent. On va étudier ça matriciellement, c'est-à-dire en se plaçant dans un système de coordonnées dans la base B. Donc on va étudier le noyau, enfin on va regarder R de θ moins la matrice identité. On va étudier le noyau de cette matrice-là, voir s'il est réduit au vecteur nul ou pas. Et pour faire cela, bien entendu, on va calculer un déterminant. Donc on regarde le déterminant de R de θ moins la matrice identité, c'est ce déterminant-là, cosinus de θ moins 1, sinus de θ, moins sinus de θ, cosinus θ moins 1. Donc c'est immédiatement cosinus θ moins 1 au carré plus sinus carré de θ. Donc ce déterminant est nul si et seulement si ces deux choses, cette somme de carrés est nulle. Une somme de carrés est nulle si et seulement si chaque terme est nul. Donc si et seulement si cosinus de θ égale 1 et sinus de θ égale 0, ce qui est bien équivalent à R de θ égale la matrice identité, ce qui est bien équivalent à F égale l'endomorphisme identité.
Et on sait bien que déterminant de Rθ moins identité égale 0 si et seulement si f a pour seul point fixe le vecteur nul. Donc ça, déjà, c'est une information intéressante. Deuxième remarque, on va dire, on pourrait presque voir ça comme une astuce, même si ça peut être intéressant quand vous faites des calculs, par exemple en physique ou dans certains exercices géométriques. On peut voir que l'on peut retrouver assez facilement l'angle d'une rotation par, notamment en observant la matrice par, on va voir comment, par des considérations géométriques assez élémentaires. Donc je prends f, une rotation d'angle de mesure θ. Je prends U, un vecteur de E unitaire de norme 1. Et je complète, vu que j'ai un vecteur, je fais une rotation d'angle pi sur 2 et je complète pour obtenir une base orthonormée. Donc compléter une base orthonormée directe. Compléter en une base orthonormée directe que je note UV. Donc la matrice dans la base B, dans la base A, cette base UV j'appelle B. La matrice de F dans la base B, c'est donc la matrice R de θ, cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Et bien on peut voir qu'on peut récupérer cosinus θ et sinus θ facilement. Premièrement, cosinus θ, donc là on a les composantes de f de u dans la base uv, donc cosinus θ c'est la composante de f de u selon u, et comme on a une base orthonormée, cela s'obtient par un produit scalaire. Donc première remarque, cosinus θ s'obtient avec ce produit scalaire. Et puis deuxième remarque, sinus θ, on peut le voir, alors pourquoi? Parce que comme ce déterminant, et ce déterminant, si je l'interprète comme vecteur dans la base UV, qui est orthonormé, donc je l'écris comme un produit mixte, ben c'est le produit mixte ici, je vois les coordonnées de U, et ici je vois les coordonnées de F de U. Donc on a des formules assez sympathiques qui donnent que sinus θ et sinus θ juste en fonction de U et de F de U. Ça, c'est... Alors je ne vais pas dire que c'est quelque chose à savoir forcément, parce que malheureusement, vu que vous faites assez peu de géométrie, vous n'aurez pas beaucoup à l'utiliser. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut servir et puis que je trouve quand même assez intéressant. Alors, voilà pour ce qu'il faut savoir globalement sur les isométries. On a juste un petit résultat à voir en plus. Et alors on pourrait lui donner un nom, mais ça serait un peu pompeux parce que c'est une version, on va dire, très simple d'un très grand théorème de mathématiques qui s'appelle le théorème de Cartan-Dieudonné. Là, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire. Ben, c'est de voir que on peut obtenir toute rotation comme produit de réflexion, c'est-à-dire de symétrie orthogonale axiale. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, allez, dernier résultat. Vous l'avez le théorème. Si vous faites plus de maths, vous en verrez une généralisation L qui est une grande généralisation. Donc, on se place dans le même support, dans le même cadre, pardon, avec un plan euclidien orienté E. Donc, je prends E, un plan euclidien
orienté, eh bien, je peux voir que toute isométrie vectorielle ou homomorphisme orthogonal, toute isométrie vectorielle de E s'écrit comme produit d'O plus de réflexion. Et la démonstration, c'est fort simple. Si je prends une isométrie vectorielle, un automorphisme orthogonal de E, soit F est négative, et on a déjà vu que F est une réflexion, soit F est une rotation, donc avec θ, l'angle de une mesure de l'angle de F, pardon, et ben, rappelons-nous un petit peu de on fait un petit rappel sur les complexes. On avait Rθ de Z, c'était exponentielle Iθz. Ben regardez, on va dire exponentielle Iθ fois le conjugué du conjugué de Z, donc c'est Sθ du conjugué de Z. Donc, ce que l'on peut faire, donc ça c'est ce qu'on a vu sur les complexes, qu'on peut écrire une rotation complexe comme produit de comme composé de deux réflexions, produit de deux réflexions avec le produit au sens de la composition. Eh bien, on va écrire ceci. Donc, on va juste prendre B, une base orthonormée directe. On va prendre S et C, des endomorphismes de E qui vérifient que la matrice dans la base B de S, c'est la matrice S de θ, et la matrice dans la base B de C, ça correspond à faire la matrice donc c'est ceci, ça revient à opposer la deuxième composante, c'est comme ce qu'on fait quand on fait une conjugaison complexe. Ben ça, on peut l'écrire comme la matrice grand S de 0, en fait, tout simplement. Et bien alors, et là c'est par le calcul, en faisant le produit de ces deux matrices. Ça c'est très facile parce que ça c'est une matrice élémentaire, hein, je vous rappelle, c'est une matrice de transvection. Ou alors en s'appuyant sur ce calcul-là, eh bien on voit que F c'est égal à 7 composés. Et on vient de montrer que ces deux applications sont des isométries vectorielles négatives indirectes de E. Et voilà pour cette vidéo, et voilà pour ce chapitre. Donc c'était le dernier chapitre d'algèbre de cette année. Le dernier chapitre aussi, on va dire, géométrique. On a presque terminé le programme. Prochain chapitre, les séries numériques.